Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans le cadre de la formation Introduction à l'économie politique proposée par Better Study. Aujourd'hui, on va parler de la monnaie. Qu'est-ce qu'on appelle monnaie? Tout ce qui est généralement accepté comme paiement contre les biens et services. Contre les transactions donc, est considéré comme une monnaie. La monnaie moderne, en fait, elle a plusieurs formes. On a les pièces et les billets de banque, on a les bits-monnaies plastiques ou électroniques. Mais dans l'histoire, la monnaie a passé par différentes étapes pour arriver à la forme actuelle qu'on connaît aujourd'hui. Avant la monnaie, les transactions se font sur la base du troc, donc échange de biens. Lorsqu'une personne a besoin d'un bien, elle cherche une autre personne pour faire un troc, donc un échange de biens. Dans l'économie moderne, les économistes proposent 3 fonctions de la monnaie. Tout d'abord, c'est un moyen pour faciliter les échanges de biens et de services. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en l'absence de la monnaie, le seul moyen, c'est le troc. Mais le troc a une condition sine qua non pour que l'échange se fasse. C'est la nécessité de la coïncidence des besoins. Ça veut dire, si j'ai un produit et j'aimerais acheter un autre produit, donc il faut que je trouve une personne qui a le produit que je cherche et elle cherche le produit que j'ai, pour que le troc aille jusqu'au bout. En revanche, si on utilise la monnaie, l'échange peut se faire sans faire appel au troc. Ça veut dire celui qui a besoin d'un produit, en fait, va tout simplement l'acheter contre de la monnaie. Celui qui veut vendre un produit le vend contre de la monnaie. Donc si j'ai besoin d'acheter un produit A et que j'ai un produit B, je peux vendre le produit B contre de la monnaie et puis je peux acheter le produit A dont j'ai besoin. Donc il n'y a pas cette nécessité de la coïncidence des besoins. Deuxième fonction proposée pour la monnaie, c'est servir d'unité de mesure et de compte. On imagine, sans monnaie, il est très difficile de faire la somme de différents types de production. Par exemple, la production de vaches, production de voitures, production de meubles, production de logiciels, etc. Donc, on n'a pas les moyens de faire les comptes. Avec la monnaie, on peut traduire tout en monnaie. Et puis, on peut faire la somme des valeurs monétaires. On peut aussi tenir les comptes en additionnant des quantités hétérogènes. Donc, exemple, tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est valeur de production, par exemple. Tout cela, on peut faire à l'aide de la monnaie, ces comptes, ces calculs. Troisième fonction de la monnaie, c'est servir de réserve de valeur. En fait, la monnaie permet de transférer le pouvoir d'achat dans le temps. Si j'ai 1000 euros, ou 1000 francs, ou 1000 dollars aujourd'hui, j'aurai dans une année le même billet, donc plus ou moins la même valeur. Bien évidemment, on fait attention à l'inflation, et donc à la perte de pouvoir d'achat du billet que je possède. Par contre, théoriquement, le billet gardera sa valeur, donc la monnaie sert de réserve de valeur. Quelles sont les caractéristiques et les formes de la monnaie? D'abord, on va parler des caractéristiques. Les caractéristiques, il y en a quelques-unes qui sont proposées par les économistes. Tout d'abord, acceptabilité par tous. La monnaie sur un territoire doit être acceptée par tout le monde. Autrement dit, elle a un cours légal. Et donc, aucune personne ne peut refuser sur un territoire la monnaie nationale contre un échange. Deuxième caractéristique, c'est durabilité dans le temps. Les monnaies ne doivent pas s'avarier rapidement. Vous imaginez par exemple les caisses de tomates comme une monnaie d'échange. Donc on risque d'avoir une dépréciation très rapidement de la valeur de cette monnaie-là. Troisième caractéristique, c'est la divisibilité. La divisibilité signifie qu'on a des pièces de monnaie. On a des billets qui sont très différents. On a les 5 centimes, 10 centimes, 20 centimes, 50 centimes, 1 franc, 2 francs, 5 francs, 10 francs, etc. La facilité de transport, il suffit tout simplement d'imaginer les sacs de sel comme monnaie d'échange. La monnaie d'aujourd'hui, elle est très facile de transport, donc elle ne pose pas de problème. Et puis, la difficulté de la contrefaçon. Si vous regardez les billets suisses, ils sont très sophistiqués et la contrefaçon est presque quasiment impossible. Pourquoi cela? Parce que cela empêche des quantités de monnaie non autorisées à circuler dans l'activité économique. Et si par hasard, des quantités énormes, cela va créer un problème d'inflation. Et puis, bien évidemment, il y a une question aussi de souveraineté de l'État. Quelles sont les formes de la monnaie? On a 2 grandes formes de la monnaie. D'abord la monnaie dite fiduciaire, légale. Autrement dit, ce sont les pièces et les billets de banque qui circulent dans l'économie. Et puis on a ce qu'on appelle la monnaie dite scripturale. Ça veut dire tout simplement les simples écritures comptables, d'un compte à l'autre. Autrement dit, les virements effectués par le système bancaire d'un compte à l'autre sont considérés comme une monnaie dite scripturale.
Qui gère la monnaie? Normalement, c'est la Banque centrale. La Banque centrale, c'est l'institut d'émission par excellence, par définition. Donc la Banque centrale, c'est elle qui émet normalement les pièces et les billets de banque en circulation, et c'est elle qui gère la quantité de monnaie dans l'activité économique. Alors la Banque centrale est considérée bien évidemment comme un gestionnaire du système monétaire. Et puis, elle joue le rôle de la banque des banques. Toutes les banques, toutes les institutions financières, en Suisse ou dans le monde bien évidemment, dans d'autres pays aussi, possèdent des comptes bancaires pour faciliter les paiements entre les différentes banques. La Banque nationale, en Suisse on l'appelle la Banque nationale, ou bien la Banque centrale, en général, c'est la banque des banques, c'est elle qui gère aussi le système bancaire. Et puis, la Banque centrale a aussi un rôle très important à jouer. C'est ce qu'on appelle la gestion de la monnaie, autrement dit, la politique monétaire. C'est elle qui est la responsable de la politique monétaire dans le pays. On reviendra sur cet élément plus tard. On a quelques banques centrales qui sont très importantes. D'abord, on a la BCE, c'est-à-dire la Banque centrale européenne, et les autres banques affiliées à la BCE ou qui sont sous tutelle de la BCE, telles que par exemple la Banque de France, la Banque d'Allemagne, etc., la Bundesbank. La FED, la Banque centrale américaine, c'est elle qui est responsable de la politique monétaire aux États-Unis. C'est elle qui gère la quantité de dollars aux États-Unis. La Banque d'Angleterre, la BNS en Suisse, la Banque nationale suisse, et puis la Banque du Japon, la Banque de France, et généralement, toutes les économies ont une banque centrale. La Banque centrale, dans les pays développés, économiquement parlant, jouit d'un statut d'indépendance, c'est-à-dire elle est indépendante des pouvoirs politiques. C'est elle qui gère la politique monétaire, bien évidemment, indépendamment des recommandations de la part des autorités politiques du pays. Alors, si on veut parler de la monnaie, on parle généralement aussi de ce qu'on appelle les agrégats monétaires. On distingue 4 agrégats monétaires. Tout d'abord, ce qu'on appelle la base monétaire, ou bien la masse monétaire M0, ou appelée aussi monnaie de la Banque centrale. Il s'agit de la monnaie émise par la Banque centrale. Elle est composée du numéraire en circulation, c'est-à-dire dans l'activité économique et des comptes de virement. Autrement dit, ce sont les comptes des banques et des autres institutions financières ouverts auprès de la Banque centrale. Chaque banque, chaque institution financière ouvre un compte bancaire auprès de la Banque centrale. Et ces comptes-là servent en particulier au paiement entre les banques. La M0, la banque monétaire, la masse monétaire de la Banque centrale, elle est directement sous le contrôle de la Banque centrale, parce que c'est elle qui gère la quantité en circulation de monnaie, par exemple. La deuxième masse monétaire, ou le deuxième agrégat monétaire, c'est la masse monétaire dite M1, ou bien appelée masse monétaire au sens strict. Elle se compose des moyens de paiement immédiatement disponibles dont dispose le secteur non bancaire. En Suisse et ailleurs, elle est définie comme le numéraire détenu par le secteur non bancaire et les dépôts à vue des résidents auprès des banques et du système bancaire en Suisse, y compris les CCP et les comptes de transactions des entreprises. Troisième agrégat monétaire, c'est la masse monétaire M2, ou bien la masse monétaire au sens large. Elle inclut tous les moyens de paiement rapidement mobilisables. Et la masse monétaire, elle comprend la masse monétaire M1 plus les dépôts d'épargne des résidents non bancaires. Mais on ne doit pas rajouter les comptes de prévoyance dans ce cadre-là. Donc la masse monétaire, c'est égal à M1 plus les dépôts d'épargne des résidents non bancaires. La masse monétaire M3, ou la masse monétaire tout simplement au sens très large, englobe tous les moyens de paiement effectifs et potentiels. La masse monétaire M3 est égale à la masse monétaire M2 plus les dépôts à terme. Les dépôts à terme, ce sont des dépôts à échéance. Graphiquement parlant, vous avez tout d'abord la base monétaire, ou la masse monétaire de banque centrale, le M0, et puis vous avez M1 qui englobe le numéraire en circulation, les dépôts à vue, les comptes de transaction. M1 est compris dans M2, plus les dépôts d'épargne. M2 elle-même est comprise dans M3, plus les dépôts à terme. Graphiquement, voici à quoi ressemble un petit peu la composition des masses monétaires qu'on trouve dans les statistiques économiques. La politique monétaire et ses instruments. La politique monétaire, il s'agit tout simplement de la gestion de la quantité de la monnaie dans l'activité économique. Et le but tout simplement principal de la politique monétaire, c'est de combattre un petit peu l'inflation. Pour cela, il y a une stratégie de politique monétaire adoptée par la Banque nationale suisse. On appelle ça la stratégie de politique monétaire appliquée depuis 2000. Elle repose sur 3 éléments. Premièrement, une définition de la stabilité des prix. On considère que les prix sont stables lorsque le taux d'inflation est inférieur à 2% dans une période d'une année, par exemple.
Deuxième élément de cette stratégie, une prévision d'inflation à moyen terme. C'est-à-dire, cette inflation, il y a une prévision qui se fait sur cette inflation, ou sur ce taux d'inflation, pour savoir quel est évidemment ce taux. Est-ce qu'il dépasse le seuil fixé par la politique monétaire, par la Banque centrale, ou pas du tout? Et puis, une marge de fluctuation attribuée à un taux d'intérêt de référence. C'est ce qu'on appelle le London Interbank Offered Rate, qui se dit LIBOR, pour des dépôts à 3 mois en francs suisses. Donc, c'est le taux directeur en quelque sorte. Et vous avez une marge d'1 point pour ce taux-là. Merci.